L'Empire mandingue, également connu sous le nom d'Empire du Mali, fut l'une des plus grandes puissances de l'Afrique de l'Ouest durant le Moyen Âge. Fondé au XIIIe siècle, son nom et sa renommée perdurent aujourd'hui encore comme un symbole de richesse, de sagesse et de pouvoir. Mais derrière les récits traditionnels que nous connaissons, existe une vérité beaucoup moins connue, une vérité mêlant légendes, pactes occultes et secrets ancestraux, presque oubliés par le temps. Pour comprendre cette vérité, il faut revenir au début, lorsque l'Empire mandingue était à peine en train de naître. La figure centrale de cette histoire est Sundiata Keita, le légendaire fondateur de l'Empire du Mali. Selon la tradition orale, Sundiata n'était pas seulement un guerrier. C'était un chef doté de pouvoirs spéciaux, choisi par les esprits pour guider son peuple. Cette connexion avec le monde spirituel était une part essentielle de sa force, un secret que peu osent explorer en profondeur. Des documents anciens et des récits transmis de génération en génération parlent des fameux Karankawa, prêtres magiciens au service de Sundiata et de ses successeurs. Ils étaient les gardiens du savoir mystique, capables d'invoquer des forces invisibles et de protéger l'Empire contre des ennemis invisibles. Leur influence était telle que beaucoup croient que la prospérité de l'Empire mandingue devait plus à ses forces surnaturelles qu'à la seule puissance militaire ou économique. Mais c'est ici que commence la part sombre de l'histoire. Certains registres suggèrent que les fondateurs de l'Empire auraient conclu des pactes secrets avec des entités mystérieuses, des êtres du monde spirituel qui accordaient le pouvoir, mais en échange exigeaient loyauté et sacrifices jamais officiellement documentés. Ces histoires furent murmurées dans l'ombre, jamais formalisées par écrit, et ceux qui tentaient de révéler ces secrets disparaissaient souvent, comme si une force invisible veillait à ce que le passé reste caché. Quelques chercheurs modernes tentent de déconstruire ces récits, affirmant qu'il ne s'agit que de mythes ou d'exagérations. Mais les traditions orales, surtout parmi les communautés mandingues actuelles, gardent vivante la mémoire de ces pactes obscurs. On raconte que même aujourd'hui, lors de cérémonies et rituels traditionnels, ces entités sont invoquées et leur pouvoir continue d'influencer la vie du peuple. Un autre aspect intrigant concerne les symboles et artefacts découverts lors de fouilles archéologiques dans les régions où l'Empire a prospéré. Certains de ces objets portent des inscriptions et dessins non entièrement déchiffrés, qui semblent liés à des rituels et pratiques spirituelles inconnues, peut-être associés à ces pactes secrets. Cela suggère que le pouvoir de l'Empire mandingue n'était pas seulement politique ou économique, mais profondément spirituel, peut-être ésotérique. Cette relation entre pouvoir et spiritualité n'est pas propre à l'Empire mandingue, mais ce qui différencie ce cas, c'est la manière dont ces forces occultes ont façonné non seulement le destin de l'Empire, mais aussi la culture même de la région. L'influence de ces croyances imprègne la musique, la poésie, les histoires racontées la nuit et même la structure sociale du peuple mandingue. Mais, finalement, pourquoi cette vérité est-elle restée cachée si longtemps? Une réponse possible réside dans le fonctionnement même du pouvoir. Révéler ces secrets aurait pu affaiblir l'autorité des dirigeants et déstabiliser l'ordre social. Ainsi, garder le mystère était essentiel pour préserver le contrôle et l'unité de l'Empire. Aujourd'hui, en contemplant les ruines et en écoutant les légendes, nous sommes invités à questionner ce que nous savons de l'histoire. Quelle part du passé a été manipulée, cachée ou transformée en mythe? L'histoire des fondateurs de l'Empire mandingue nous montre que le pouvoir est rarement ce qu'il paraît. Il peut être lié à des forces échappant à la compréhension commune. Et vous, croyez-vous que le véritable secret de l'Empire mandingue se cache dans les ombres de la spiritualité et de l'occulte? Ou n'est-ce qu'une légende créée pour impressionner? Quelle que soit la réponse, une chose est certaine, l'histoire réelle est toujours plus fascinante et mystérieuse que ce que nous imaginons. Pour approfondir encore davantage, il nous faut comprendre le contexte culturel et spirituel dans lequel vivaient ses fondateurs. La société mandingue était guidée par une cosmovision selon laquelle le monde visible, celui que nous pouvons toucher et voir, était seulement partiellement séparé du monde invisible où habitaient esprits, ancêtres et forces surnaturelles. Ces mondes s'entremêlaient quotidiennement, influençant tout, des récoltes aux décisions politiques. Sundiata Keita, le premier empereur, a grandi dans cet environnement. Dès l'enfance, il était considéré comme différent, marqué par une prophétie affirmant qu'il unifierait les tribus dispersées et apporterait gloire au peuple mandingue. Mais la prophétie était accompagnée d'un avertissement. Pour accomplir son destin, il lui faudrait recourir non seulement à la force, mais aussi à l'aide de l'invisible. Ainsi, Sundiata ne se contentait pas de s'entraîner avec les guerriers, il passait de longues heures lors de cérémonies conduites par les Karankawa. Pendant ces rituels, on cherchait le contact avec les esprits ancestraux, une façon d'obtenir conseil, protection et force pour la bataille. Les récits racontent que, à certains moments, Sundiata disparaissait de la vue de ses propres partisans, comme s'il était transporté dans un autre plan où il conclurait des pactes avec des entités puissantes. Ce autre plan
est interprété par beaucoup comme une métaphore de l'état de transe profonde courant dans les cultures africaines traditionnelles où le chef accède à des connaissances occultes et à des énergies surnaturelles. Mais pour les plus mystiques, ce qui s'y passait était une véritable rencontre entre les mondes. Le pouvoir obtenu lors de ces rencontres était si réel qu'il changea le cours de l'histoire. Protégé par cette force spirituelle, Sundiata mena une série de batailles qui donnèrent forme à l'Empire mandingue. Ses victoires militaires devinrent légendaires, mais ce que peu savent, c'est qu'en parallèle, les Karankawa assuraient la stabilité de l'Empire par des rituels secrets accomplis dans des temples cachés. Ces temples n'étaient pas de simples lieux de culte. Ils étaient des centres de pouvoir où les prêtres maintenaient vivants les pactes avec les forces occultes. En échange de richesses, sécurité et domination, les fondateurs et leurs descendants offraient des présents et accomplissaient des sacrifices qui, pendant longtemps, restèrent cachés de l'histoire officielle. Au fil des siècles, l'Empire mandingue grandit et devint l'un des plus grands centres de commerce, de culture et de savoir en Afrique. Tombouctou, l'une de ses villes les plus célèbres, était connue pour ses bibliothèques et ses écoles où la sagesse séculaire et religieuse se rejoignaient. Mais derrière cette image d'érudition et de prospérité persistait ce côté caché, invisible aux yeux des envahisseurs européens et des chroniqueurs occidentaux. Lorsque les premiers explorateurs arrivèrent, ils trouvèrent un empire impressionnant, mais comprirent peu son fonctionnement interne. L'histoire fut racontée d'un point de vue extérieur, ignorant les nuances spirituelles et les mystères qui imprégnaient le pouvoir mandingue. Ainsi, bien des vérités furent déformées ou simplement oubliées. Aujourd'hui, des chercheurs africains et des spécialistes des cultures traditionnelles s'efforcent de retrouver ces histoires cachées. Ils interrogent les anciens, étudient des artefacts et reconstruisent des récits oraux, tentant de redonner voix aux secrets que le temps voulait effacer. La redécouverte de ces narrations n'est pas seulement un exercice académique, mais une manière de renforcer l'identité et la fierté culturelle du peuple mandingue. Par ailleurs, ce savoir nous offre une réflexion profonde sur la notion de pouvoir et de leadership. Que signifie gouverner? Le vrai pouvoir réside-t-il uniquement dans les armes et la politique? Ou existe-t-il une dimension spirituelle qui façonne les destins et écrit les histoires? En y réfléchissant, on se rappelle que beaucoup de cultures à travers le monde partagent cette idée. Le leader idéal est celui qui a la sagesse de se connecter à quelque chose de plus grand, qui comprend que la réalité a des couches au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Ainsi, l'histoire des fondateurs de l'Empire mandingue nous invite à regarder au-delà des dates, des noms et des batailles, pour apercevoir ce qui se cache derrière l'essence d'un pouvoir ancestral, sacré et mystérieux, gardé dans l'ombre dans les traditions orales. En fin de compte, peut-être est-ce là la plus grande leçon, respecter et valoriser les histoires qui ne s'écrivent pas sur le papier, mais qui vivent dans la mémoire, la culture et l'âme des peuples. La vérité cachée sous les fondateurs de l'Empire mandingue est donc une porte ouverte pour mieux comprendre la complexité de l'histoire africaine et, qui sait, de l'humanité elle-même. Alors que l'Empire mandingue prospérait, les histoires sur ses fondateurs commencèrent à s'entrelacer avec la mythologie locale, créant une mosaïque complexe de faits, de croyances et de légendes. Il est important de comprendre que, pour les peuples mandingues, histoire et spiritualité n'ont jamais été séparées par une ligne rigide. Au contraire, elles coexistent dans un dialogue continu qui soutient leur culture et leur identité. Un des mystères les plus persistants concerne l'origine exacte des pouvoirs spirituels possédés par les dirigeants de l'Empire. Certains récits oraux mentionnent la présence de djinns ou d'esprits invisibles qui accordaient sagesse et force, mais exigeaient un prix, un échange qui allait au-delà du matériel, impliquant des serments de silence, une dévotion éternelle, dans certains cas, des sacrifices humains ou animaux. Cet aspect particulièrement sombre est presque absent des récits écrits, car les chroniqueurs arabes et européens qui documentèrent l'Empire mandingue se focalisèrent surtout sur les aspects commerciaux et politiques. La richesse de l'Empire, ses routes d'or, de sel et d'esclaves, impressionnaient ses visiteurs, mais ils ne saisirent pas la profondeur spirituelle qui soutenait l'ordre social. Il y a un passage intrigant dans les récits d'Ibn Battuta, le célèbre explorateur marocain qui visita la région au XIVe siècle. Il décrivit comment l'empereur mandingue était vu presque comme une figure divine, avec des pouvoirs dépassant ceux d'un simple souverain. Bien qu'il n'ait pas détaillé de rituels secrets, ses paroles indiquent qu'il y avait quelque chose de plus derrière l'autorité de ce roi, quelque chose qui inspirait à la fois crainte et respect. De plus, dans le folklore mandingue, existe la figure du Bogolan-fini, le tissu traditionnel peint à l'argile, qui n'est pas seulement un art, mais aussi un véhicule de magie et de protection spirituelle. On croit que les vêtements faits de ce tissu portent des symboles qui éloignent le mal et renforcent celui qui les porte, en particulier les dirigeants. Il est possible que cette symbolique ait été utilisée dès les débuts de l'Empire pour protéger les fondateurs et leurs descendants. Un autre point fascinant est le rôle des femmes dans la fondation de l'Empire mandingue.
Alors que les livres et histoires traditionnelles mettent surtout en avant Sundiata et ses guerriers, la tradition orale parle de mystiques et de guérisseuses puissants qui furent essentiels pour assurer la victoire et la continuité de l'Empire. Ces femmes étaient connues sous le nom de Fama, gardiennes du savoir ancestral, et jouaient un rôle fondamental dans les rituels de protection et de renforcement spirituel. Cependant, ces récits sur les femmes puissantes furent largement ignorés ou minimisés dans les versions officielles de l'histoire. Cela révèle un biais historique et culturel qui, d'une certaine manière, tente d'effacer la dimension mystique et féminine du pouvoir mandingue en se concentrant uniquement sur les aspects guerriers et politiques. En archéologie, les découvertes récentes ont commencé à apporter de nouveaux éléments à ce récit. Dans des sites associés à l'Empire, des autels et objets portant des inscriptions et des symboles encore partiellement déchiffrés ont été retrouvés. Certains archéologues spéculent que ces vestiges sont des preuves concrètes de pratiques religieuses complexes, liées à des cultes ancestraux qui soutenaient la légitimité des dirigeants. Curieusement, la géographie de l'Empire mandingue renforce également ce lien spirituel. Beaucoup des villes fondées par les mandingues furent construites près de rivières, montagnes et lieux naturels considérés comme sacrés. Ces choix n'étaient pas seulement stratégiques pour le commerce et la défense, mais aussi spirituels. Ces lieux étaient des portails vers le monde des esprits, où les fondateurs cherchaient énergie et orientation. Toutefois, le récit officiel tend à faire taire ces détails, préférant présenter l'Empire comme un projet d'ingénierie sociale et politique rationnelle. Mais en plongeant dans les traditions orales et les vestiges archéologiques, on se rend compte que cette vision est incomplète et même naïve face à la complexité culturelle du peuple mandingue. Cette vérité cachée sur les fondateurs de l'Empire mandingue soulève une question plus large. Comment interpréter l'histoire de peuples qui ont eu une relation aussi profonde et complexe avec le spirituel? L'histoire écrite, souvent eurocentrique, est-elle prête à comprendre ou à valoriser ce type d'héritage? Aujourd'hui, l'héritage de l'Empire mandingue reste vivant non seulement aux frontières de l'Ancien Empire, mais dans toute la diaspora africaine, surtout dans les Amériques, où les descendants de cette culture maintiennent vivante la mémoire de leurs ancêtres par la musique, la danse, la religion et la langue. Ce patrimoine immatériel est une forme de résistance culturelle et d'affirmation identitaire qui défie les versions simplifiées de l'histoire et affirme que la vérité ne se trouve jamais seulement en surface. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la spiritualité et à la culture, la vérité cachée sous les fondateurs de l'Empire mandingue est une invitation à une enquête profonde, au respect des savoirs ancestraux et à la valorisation des multiples dimensions qui composent l'expérience humaine. Ce qui rend l'histoire des fondateurs de l'Empire mandingue encore plus fascinante, c'est le rôle des traditions orales dans la préservation de ces récits. Contrairement à l'histoire écrite, fixée dans des documents, les traditions orales sont dynamiques, vivantes et évoluent selon le temps, le contexte et l'interprète. Pour les peuples mandingues, les griots gardiens de la mémoire sont essentiels pour maintenir vivant ce savoir ancestral. Ils ne se contentent pas de raconter des histoires. Ils chantent, récitent et mettent en scène la saga des fondateurs, assurant que les leçons du passé continuent de guider le présent et l'avenir. Cette transmission orale n'est pas une simple répétition, mais une construction continue qui intègre faits historiques, enseignements spirituels et valeurs morales. C'est ainsi que le mystère et le pouvoir spirituel des fondateurs sont transmis, souvent de manière codée, à travers des métaphores et des symboles que seuls les initiés peuvent pleinement interpréter. Cependant, l'arrivée des colonisateurs européens au XVe siècle a déclenché un processus de déstructuration de cette mémoire. Avec l'imposition de leur langue, religion et système politique, les traditions orales furent reléguées au second plan, voire persécutées. De nombreux griots furent réduits au silence, et avec eux, la richesse des histoires cachées commença à se perdre. Malgré cela, l'esprit de l'Empire mandingue n'a jamais complètement disparu. Dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, en Guinée et au Sénégal, des communautés préservent encore des coutumes et rituels remontant à l'époque de la fondation de l'Empire. Ces rituels ne sont pas que cérémoniels. Ils servent à réaffirmer les liens sociaux, guérir les maladies, garantir la prospérité et maintenir la connexion avec les ancêtres qui ont façonné ce monde. Un autre aspect intrigant est l'usage de la musique et de la danse dans ces contextes. Des instruments comme la kora, une sorte de harpe, ne sont pas seulement des instruments de musique. Ce sont des canaux de communication avec le passé. Les mélodies et chants des griots portent des messages codés, des enseignements et des histoires qui, pour un observateur extérieur, peuvent sembler simples, mais qui révèlent à la communauté un univers entier de signification. Sur le plan politique, les fondateurs de l'Empire mandingue ont créé une structure mêlant autorité spirituelle et autorité temporelle. L'empereur n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi un chaman, un médiateur entre le monde des vivants et celui des esprits. Cette dualité conférait à l'empereur un pouvoir quasi absolu, mais aussi une immense responsabilité, puisqu'il devait garantir l'équilibre entre les plans visibles et invisibles.
Cette conception du pouvoir contraste profondément avec la vision occidentale moderne qui tend à séparer l'État et la religion. Dans l'Empire mandingue, cette séparation n'existait tout simplement pas. Le pouvoir spirituel légitimait le pouvoir politique et inversement. Cette interdépendance permettait à l'Empire de rester uni, même face à des pressions externes et des conflits internes. Au fil des siècles, cette structure s'est révélée résiliente, mais pas invulnérable. L'invasion coloniale, les changements économiques mondiaux et les transformations sociales ont affaibli l'Empire, qui s'est fragmenté en plusieurs petits royaumes. Pourtant, les traditions spirituelles et culturelles des fondateurs sont restées intactes, influençant de nouvelles formes de résistance et d'identité culturelle. Aujourd'hui, la redécouverte de ces racines est une source de fierté et d'inspiration pour des millions de personnes d'ascendance africaine, particulièrement dans la diaspora. La connaissance de l'histoire spirituelle des fondateurs de l'Empire mandingue renforce la lutte contre le racisme, l'effacement culturel et la dévalorisation des traditions africaines. De plus, cette histoire nous offre une réflexion précieuse sur notre compréhension du pouvoir, du leadership et de l'identité. Elle nous rappelle que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans les armes ou les richesses, mais dans la capacité à se connecter à l'invisible, à écouter les ancêtres et à agir avec sagesse et responsabilité pour le bien commun. En résumé, la vérité cachée sur les fondateurs de l'Empire mandingue est bien plus qu'une vieille histoire. C'est une invitation à repenser notre relation au passé, à la spiritualité et aux multiples formes de savoir présentes dans le monde. C'est une porte ouverte sur un univers de mystère et de sagesse qui défie les catégories traditionnelles de l'histoire et nous invite à regarder au-delà de l'évidence. Au fur et à mesure que nous avançons dans la compréhension de l'Empire mandingue, il est impossible d'ignorer le rôle central que la spiritualité a joué dans la fondation et le maintien de ce vaste territoire. Contrairement à ce que beaucoup de récits occidentaux mettent en avant, le pouvoir des fondateurs ne résidait pas seulement dans leur habileté militaire ou leur diplomatie, mais dans une profonde connexion avec le monde spirituel, une connexion qui imprégnait toutes les décisions et actions de l'Empire. Cette spiritualité se manifestait de plusieurs manières, des rites d'initiation et des sacrifices symboliques à l'usage d'objets sacrés, tels que des amulettes, des tissus rituels et des autels soigneusement conservés. Les fondateurs de l'Empire étaient perçus comme des intermédiaires entre les vivants et les esprits ancestraux, des figures détenant un savoir secret capable d'assurer protection et prospérité à leur peuple. L'importance de ces leaders transcende le temps. Pour les communautés mandingues modernes, l'histoire des fondateurs est vivante et présente, transmise par les griots lors de fêtes, cérémonies et rassemblements communautaires. L'héritage spirituel de ces fondateurs constitue un lien vital reliant les générations, apportant des enseignements sur la justice, le courage, la sagesse et le respect de la nature. De plus, la redécouverte et la valorisation de cet héritage est un acte de résistance culturelle. Pendant des siècles, le savoir traditionnel a été invisibilisé par l'histoire officielle, les colonisateurs et la prédominance des récits eurocentriques. Retrouver ces vérités cachées, c'est reconnaître la richesse et la complexité des cultures africaines et donner une voix à leurs protagonistes légitimes. Aujourd'hui, chercheurs, archéologues et leaders culturels œuvrent à mettre en lumière les détails de cette histoire en réinterprétant les vestiges archéologiques, traduisant des inscriptions anciennes et rassemblant des récits oraux. Cette collaboration entre science et tradition est essentielle pour reconstruire un récit qui rende justice à la profondeur de l'Empire mandingue. En définitive, comprendre la vérité cachée sur les fondateurs de l'Empire mandingue, c'est reconnaître que le passé n'est pas seulement une succession d'événements, mais un tissu vivant d'histoire, de mythes, de savoirs et de croyances. C'est comprendre que l'identité d'un peuple se construit à l'intersection du visible et de l'invisible, de l'historique et du sacré. Cette vérité est une invitation ouverte à nous tous, quelle que soit notre origine, à valoriser la diversité culturelle, à respecter les héritages ancestraux et à chercher à apprendre des multiples formes de connaissances que l'humanité a créées au fil des siècles. En somme, l'histoire des fondateurs de l'Empire mandingue ne parle pas seulement de pouvoir et de conquête. Elle parle de spiritualité, de résistance et de la quête éternelle de sens. C'est l'histoire de la manière dont l'humanité, dans ses diverses formes, cherche à comprendre sa place dans le monde et sa connexion avec ce qui transcende le temps et l'espace.